le son, c'est meilleur. Je suis désolée pour ceux à qui je tourne le dos. C'est pas très aimable. Non, mais non. On peut se comme pousser ça, un peu. Joël aura un. Non, on aurait pu se... Comme tu veux, mais l'idée, c'est que tu puisses regarder les gens tout en étant... sans être obligé de... Voilà, quand tu veux. Voilà. On y va ? Alors un essai. Bonjour Joël Zask. Donc vous êtes philosophe et vous avez écrit un livre. C'est bon ? Bonjour Yolène, merci beaucoup de cette invitation. Bon d'accord, je vais parler un peu plus fort. Voilà, je voulais pas assourdir Yolène. Super. Alors bonjour Joël Zask, donc vous êtes philosophe et vous enseignez la philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez écrit beaucoup de livres, des livres sur la forêt, des livres là, récemment face à une bête sauvage. Je ne sais pas si vous allez nous en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à un grizzly ou à un tigre qui arrive pendant qu'on prend le petit déjeuner, par exemple. Ça doit être ça. Mais là, on va surtout parler d'un de vos derniers livres qui s'appelle Zoocity, des animaux sauvages dans la ville, qui est édité au Premier Parallèle. Et c'est très intéressant comme phénomène parce qu'on l'a tous vu, les fameuses images pendant le confinement qui nous ont tous bluffés, où on voyait des villes avec tout d'un coup des cerfs, des pumas, des renards, des singes, selon la ville où on habite. Alors, vous avez donc enquêté sur ce phénomène qui est un phénomène grandissant. Déjà, évidemment, pourquoi les animaux sauvages arrivent en ville ? Alors pourquoi ? Il y a beaucoup de causes, et je pense qu'il y a d'ailleurs un entrelac de causes et de facteurs, si bien que c'est difficile de dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Mais il y a quand même, à mon avis, un facteur prédominant, c'est la destruction des milieux naturels. Ça, on en a déjà beaucoup parlé, clairement. Quand on fragmente les habitats des animaux, par exemple un éléphant, il lui faut un territoire de 500 km². Les pumas, c'est énorme aussi. C'est des animaux, on les voit d'ailleurs dans les cages. Ils sont quand même un peu à l'étroit. Souvent, ils ont des territoires qui sont très vastes. Et à partir du moment où il y a une route qui passe, une ville qui s'étend, une friche, un déboisement, une extraction minière et tout ce que vous pouvez imaginer, évidemment, les animaux, ils ont du mal à retrouver leur marque en quelque sorte. Bon, il y a évidemment l'artificialisation des sols, la déforestation, et puis aussi le dérèglement climatique. Bon, ça peut être bien sûr l'augmentation des périodes de sécheresse. Donc vous avez des tas d'animaux qui souffrent énormément d'un manque d'eau et qui en meurent pour beaucoup. Et puis il y en a d'autres qui vont venir en ville parce qu'ils vont trouver de l'herbe à brouter, ils vont trouver de l'eau. Par exemple, les dromadaires en Australie. Le dromadaire est un animal qui avait été importé en Australie par les colons. Et une fois que le train a été créé, qui est devenu inutile, donc on l'a abandonné. C'est un animal qui est devenu sauvage, féral, voilà, c'est-à-dire il est redevenu sauvage alors qu'il était domestique. Et ils forment le plus grand troupeau du monde de dromadaires. Et ces dromadaires, en fait, ils meurent de soif dans le bush complètement desséché. Et donc, ils viennent vers les villes pour arracher les climatisations, les canalisations. Et ils s'abreuvent justement directement au tuyau d'arrosage, si on peut dire. Donc voilà, on a ce phénomène-là. Et on a aussi des animaux qui meurent de faim. On a la destruction des milieux naturels. Il y aurait plein de facteurs encore à énumérer. Mais c'est une cause du déplacement d'un certain nombre d'animaux qui sont capables de se déplacer. C'est pas tous. Mais de fait, on peut s'attendre, on constate d'ailleurs, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'animaux sauvages dans les villes, parce que c'est dans les villes qu'ils vont trouver à boire et à manger, voire qu'ils vont trouver à se chauffer ou à se refroidir. Par exemple, il y a des villes où il y a plus de serpents que dans la nature, parce que les serpents, vous savez, ils ont besoin d'une atmosphère climatisée et ils vont aller se mettre dans les frigos au contact de la fraîcheur qu'ils vont plus trouver dans la nature. Il y en a d'autres qui viennent se chauffer au contraire parce qu'ils ont trop froid. Enfin bon, voilà, ils trouvent des facilités aussi. Ils sont assez opportunistes, les animaux. Donc ça, c'est une série de causes. Alors bon, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que par exemple dans Zoocity, j'ai été très sensible cette espèce d'inversion incroyable qu'il y a entre une nature de plus en plus dénaturée et des villes de plus en plus verdies ou des villes qu'on écologise.
Alors, c'est certainement pas toutes les villes et c'est certainement pas tous les quartiers de toutes les villes, mais c'est quand même un phénomène grandissant. Ce qu'il faut voir, c'est que le phénomène écologique, la conscience écologique, le geste écologique, c'est en ville qui commence. C'est jamais à la campagne. Vous dites carrément même que les États n'ont pas tenu leurs engagements et que Non, par contre voilà. les villes tiennent leurs engagements au niveau de l'environnement. Et ça, on n'en entend pas souvent parler de ça. Donc c'est Ouais. en ville que la solution se trouve. Alors, ça, il va falloir rentrer un peu dans le détail, mais en tout cas, les villes veulent une image verte. Un certain nombre de villes veulent, agir en faveur de leur attractivité. Elles gagnent des points auprès de tel ou tel organisme payeur ou de tel ou tel organisme touristique et choses de ce genre. Et donc, une des manières d'attirer le regard ou la reconnaissance, c'est de verdir aujourd'hui. Et donc, de fait, c'est une des raisons très incitatives qui explique que les villes soient plus vertes que les campagnes, d'une certaine façon, et deviennent, en tout cas, ont des programmes de verdissement. Il y a une autre, un autre élément qui est important à prendre en considération, c'est que les villes, si vous voulez, c'est des lieux où on étouffe. Et l'expérience de l'étouffement, elle est à peu près universelle aujourd'hui dans les grandes villes, s'entend, hein, pas dans les petites villes. Alors, il y en a plein. Bon, évidemment, il y a la pollution qui nous étouffe. Il y a les feux de forêt, les fumées des feux de forêt. Regardez, par exemple, on va parler des feux de forêt. Enfin, j'ai fait une étude des grands feux de forêt, des méga-feux. Donc, je me suis rendu compte qu'on commençait à parler des méga-feux jusqu'à aujourd'hui quand les fumées atteignent. Alors, un coup, c'est San Francisco. Une autre fois, c'est Sydney, Canberra, Jakarta, Singapour. Et choses de ce genre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand les urbains étouffent, parce que c'est là qu'ils sont, c'est là qu'il y a le plus de gens, à ce moment-là, on se dit ah bah tiens, il y a un feu. Et puis voilà qu'elles font le tour du monde, ces fumées, et qu'elles viennent nous étouffer jusque dans notre appartement du 6e arrondissement, si vous voulez, à Paris. Donc voilà, ça c'est un facteur. Bon, le Covid, c'est une expérience d'étouffement aussi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, il y a les allergies qui frappent beaucoup les enfants à cause de la pollution. Donc il y a une expérience d'étouffement tout multifactoriel, si vous voulez, dont les urbains sont les victimes numéro un. Ça, il me semble que c'est un facteur assez déterminant qui explique aussi la conscience écologique, parce que quand on a des crises, on voit son gamin qui s'étouffe et qui peut plus respirer, on se dit bon bah là, il faut quand même que je change mon fusil d'épaule. Il y a un problème, quoi. C'est ce qui se passe en Chine d'ailleurs. C'est ce qui se passe en Chine. C'est exactement ce qui se passe en Chine. C'est ce qui se passe en Sibérie, dans une certaine mesure, dans un certain nombre de villes en Sibérie. C'est ce qui se passe à San Francisco. C'est ce qui se passe à Jakarta. C'est ce qui se passe à Delhi. Enfin voilà, il y a plein de villes où littéralement on étouffe. Et en France, on a beaucoup de chance parce que vous parliez de l'artificialisation. On est le pays qui bétonne le plus en Europe. J'ai vu le chiffre 7 hectares 5 par heure. En béton en France. C'est délirant, c'est délirant. Et on a beaucoup de chance dans nos villes quand même, parce qu'on a encore... Bon, pour revenir à votre analyse de la ville qui est passionnante, alors avant que vous nous expliquiez tous les exemples de villes et ce qu'on peut faire, démarrons par les animaux et leur adaptabilité incroyable et leur intelligence pour être capable de vivre en ville. Parce que là, il y a des exemples qui sont incroyables. Là, sur ces animaux qui arrivent. Je pensais par exemple aux Geiko là, qui grimpent aux immeubles. Oui, voilà. Alors, en fait, là aussi, il y a beaucoup de variables, beaucoup de cas. Ce qui est assez frappant. Bon, d'abord, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas tous les animaux qui vont débarquer en ville. D'abord, il y a évidemment des différences d'adaptabilité possibles entre les espèces. Et puis même au plan individuel, il y a des animaux qui vont s'adapter ou qui vont tenter leur chance, et puis d'autres, au contraire, qui vont être plus timorés et qui vont rester dans un environnement dans lequel ils vont plus trouver leurs conditions de vie, en quelque sorte. Donc, il y a d'ailleurs tout un champ d'études qui se développe sur ce qu'on appelle le syndrome comportemental individuel. Bon, je ne sais pas pourquoi un syndrome, enfin bon. En tout cas, sur la personnalité des animaux, et ils n'ont pas tous la même personnalité, ils n'ont pas tous la même attitude, quoi, vis-à-vis de la migration. Parce que là, il faut bien voir que bon, il y a plein d'animaux qui migrent, si vous voulez, presque. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas une majorité, mais enfin, on a énormément de migrations, bien sûr humaines, mais animales aussi, que ce soit dans les airs, sur terre et dans les mers. Mais là, bon, disons que c'est des migrations forcées. C'est vraiment des exodes ruraux là qui se produisent très très massivement.
Donc, bon, encore une fois, je veux dire, la solution pour les animaux n'est pas nécessairement de vivre en ville. Et l'idéal, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, ça serait de repenser la ville de manière à ce que les animaux restent dans leur milieu naturel et qu'on arrête de détruire leur milieu. Hein. C'est quand même l'objectif. Oui, mais enfin là, c'est un énorme objectif. Oui, oui, non, mais voilà, c'était. Donc, il faut être pragmatique, il faut voilà. faire avec ce qu'on a. Donc, quoi. pragmatiquement, c'est pas pour demain que ça sera le cas. Et donc, effectivement, on a affaire à des animaux qui vont très très vite et qui vont beaucoup plus vite que l'évolution de nos mentalités. Alors, il y a des mutations génétiques, par exemple, qui ont été étudiées par exemple par Gilles Soule à propos des bêtes de ville, qui a remarqué ou qui a relevé, grâce à une littérature assez abondante, par exemple, le raccourcissement des ailes d'hirondelle qui, de ce fait, arrive à raser de plus près les pare-brises des voitures et à choper des insectes. Vous avez les geckos, enfin les espèces de lézards dont les pattes deviennent adhésives, et ce qui leur permet de monter, de circuler sur des surfaces très lisses, notamment des vitres. Mais bon, en général, moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est pas vraiment les modifications génétiques, mais plutôt les modifications de l'organisation physiologique de l'animal, mais plus, disons, les changements de comportement à l'échelle de quelques générations, voire à l'échelle de l'individu. Et c'est assez impressionnant. Par exemple, vous avez des macaques rhésus ou des macaques à longue queue dans les villes asiatiques qui savent repérer du premier coup d'œil, vraiment en quelques secondes, votre objet le plus précieux, que ce soit un bijou, un sac, un téléphone portable, évidemment. Ils vous le volent, ils vous l'arrachent, en fait. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas s'arc-bouter sur son bien, parce que c'est là que vous allez vous prendre des coups de dents qui sont vraiment très, très mauvais. Et il ne vous le restitue que contre un don de nourriture, en fait. Donc, c'est vraiment donnant-donnant. Vous avez des comportements comme ça d'animaux, mais hyper adaptés. Et alors, ce qui me frappe, alors pareil pour les corneilles. Les corneilles, elles savent repérer quelqu'un qu'elles considèrent souvent à tort, d'ailleurs, comme un agresseur, parce qu'il suffit de passer à proximité de leur nid pour qu'elles vous considèrent comme un agresseur. Et là, elles vous prennent en grippe. Si elles vous prennent en grippe, par exemple, si elles estiment, j'ai lu des anecdotes comme ça, qui sont très drôles du point de vue extérieur, mais dramatiques pour oui, quand la on victime. Les vit. Ouais, des gens qui sont persécutés par des corneilles parce que, par exemple, il y en a un qui, c'était en Corée du Nord, qui a trouvé une petite corneille au sol, qui l'a soignée, qui a essayé de la sauver, puis hop, elle est morte. Manque de chance. Alors, la colonie de corneilles, parce que c'est des animaux très familiaux et très solidaires qui font plein de choses ensemble, y compris attaquer les agresseurs. Et donc, le groupe familial l'a considéré comme le responsable du meurtre de cette petite corneille. Et depuis, il n'a plus de vie. Il dit, je n'ai plus de vie, je mets un casque, je sors avec un parapluie, je cours à ma voiture. Quand je reviens à la maison, elles m'attendent. Donc, on aura ta peau. Ouais. Elles m'attendent. Et bon, je crois qu'une corneille, ça vit une bonne vingtaine d'années. Hein, et alors, elles ont une capacité de reconnaissance faciale qui est très, très importante. Et en plus, elles ont la capacité de transmettre cette connaissance aux générations futures. Donc, vraiment, je pense que ce type devrait déménager. Mais voilà, donc c'est très, très impressionnant. Bon, les corneilles sont des animaux très, très adaptatifs et très, très, très opportunistes, mais c'est un exemple aussi d'animal qui trouve dans la ville une espèce d'écosystème dont l'homme fait partie d'ailleurs, et qui en profite très largement et qui s'y adapte très très rapidement. Après, il y a des limites évidemment à l'adaptation. De toute façon, on sait que plus les animaux sont spécialisés, moins ils ont de chances de survivre. C'est le cas de l'ours blanc, par exemple. Bon, c'est sûr que sa blancheur lui a donné un avantage dans le Grand Nord, mais à partir du moment où il n'y a plus de blanc, le pauvre a vraiment du mal à survivre. Donc, ou la glaçon. Donc voilà, on a des animaux comme ça mais qui apprennent aussi des comportements. Par exemple, les coyotes, ça c'est étonnant parce que le coyote, c'est un animal, il est drôle parce qu'il est extrêmement... il donne lieu à des représentations complètement contradictoires. Pour nous, le coyote, c'est un peu un abruti qui perd toujours le combat contre le géo-coucou, qui est... Voilà, c'est Bip Bip le coyote. Je crois que tout le monde, vu l'âge moyen de l'Assemblée, tout le monde a dû rencontrer Bip Bip. Mais par contre, par exemple, dans le folklore amérindien, c'est un animal qui est adoré, qui est énormément respecté pour son intelligence, pour
pour sa beauté, pour son adaptabilité, pour justement la personnalité de cet animal est extrêmement honorée. Et d'ailleurs, il peut être sacralisé. Et donc, c'est étonnant. Enfin, là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de coyotes dans les villes. Ils logent en particulier dans les parkings de grandes villes, notamment de New York ou de Los Angeles. Vous en trouverez pas mal. Il y en a aussi dans l'Oregon, il y en a un peu partout. Et ces coyotes, en fait, apparemment, ce sont des animaux qui sont très joueurs, d'une part, et puis d'autre part, qui sont très observateurs. Et enfin, ils sont en face de vous. Des fois, ils se posent, en fait, ils voient des gens, ils s'arrêtent, ils s'assiedent, puis ils regardent un peu comme s'ils étaient à la télévision. C'est une expérience qui est très Nous, on souvent... les regarde, mais ils nous regardent aussi, ils nous observent. C'est exactement ça. Et ce qui est frappant, c'est que nous, on a quand même des représentations assez figées, globalement, mais on ne voit pas à quel point les animaux apprennent de nous en nous observant. Et observer un animal qui vous observe, alors faites du eye contact avec un goéland par exemple, c'est vraiment très passionnant parce que là, on comprend beaucoup de choses, on se trouve dans une autre position que celle à laquelle on est habitué. Et du coup, on peut changer de position de manière peut-être plus efficace. Mais en tout cas, les animaux, effectivement, ont une capacité de nous observer et donc de nous connaître et d'anticiper notre comportement. Voilà, qui est une forme d'intelligence, moi, que je trouve remarquable, puisque c'est précisément aujourd'hui, à travers l'association entre l'art et l'écologie, à travers la revendication de la connaissance scientifique comme connaissance autre que celles qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, disons, à travers même ce motif de reconstruisons des liens avec la nature, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on nous demande, qu'est-ce qu'on essaie de promouvoir? C'est précisément ce que les animaux font, c'est-à-dire d'observer la nature. Et ça, c'est d'observer le monde qui est autour de nous pour agir en conséquence et maximiser nos chances de vie sur la Terre, si vous voulez. Là, en l'occurrence, ce qu'on observe, si tant est qu'on observe quoi que ce soit, diminue nos chances sur la Terre. Et donc, il y a un vrai problème de relation entre la science et, je dirais, l'écologie, tout simplement, ou en tout cas, enfin, l'écologie au sens existentiel, quoi, au sens quelles sont nos conditions de vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour les assurer pour nos enfants et nos petits-enfants et choses de ce genre. Mais alors cette intelligence, on la comprend pas toujours. Je pensais en vous écoutant à une vidéo qui était assez drôle. On avait une touriste en Inde. Elle fait semblant de donner quelque chose à un macaque. Elle l'attire. Il voit qu'elle a rien et il lui donne une grande gifle, genre ça va. Tu as fait semblant. Donc comme quoi, il faut vraiment pas se moquer à un vieux singe qui sait très bien faire les grimaces. Ça me rappelle juste une anecdote que je dis en passant, c'est que par exemple, il est recommandé. Alors face à une bête sauvage, c'est un guide de comportement. Votre dernier livre. Oui, c'est le dernier livre. Pour ça, voilà, qui explique que faire face à un animal sauvage agressif en ville. Hein. Je me suis limitée au cas de la ville. Et justement, on vous recommande, si un macaque s'intéresse à vous ou commence à témoigner d'un comportement agressif, on vous recommande de lui montrer, à la limite d'ouvrir votre sac et de lui montrer qu'il n'y a rien dedans et surtout d'ouvrir les mains parce que si votre main est fermée, il peut croire qu'il y a quelque chose dedans que vous voulez conserver. C'est exactement ce qu'elle a fait, la fille. Oui, et alors justement, donc, comme on a du mal à comprendre cette intelligence et qu'on n'a pas assez de connaissances, on se rend compte, c'est ce que vous décrivez dans votre livre, c'est qu'en fait, l'animal est devenu un peu comme le migrant d'ailleurs, celui qui nous envahit, le délinquant, celui dont on se méfie. Et en fait, on a une assez mauvaise image de ces animaux sauvages qui viennent en ville. On n'est pas du tout à les accueillir en disant « Oh, c'est trop bien, c'est joli, etc. » Pas du tout, en fait. Donc, en plus, ils doivent lutter. Non seulement ils luttent pour leur survie, mais ils luttent contre une très mauvaise image. Puis après, justement, on parlera du marché de l'éradication et de tout ce que ça influe. Oui. Pourquoi cette mauvaise image ? Alors, c'est un peu... disons qu'il y a deux temps. En général, quand on voit des petits oiseaux revenir, un petit renard, un canard, même sur le parvis de l'Académie des Arts, bon, on est content, on trouve que ça fait joli, etc. Ce qui m'a frappé, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit comme je l'ai fait, c'est la réversibilité de nos émotions vis-à-vis des animaux. Je veux dire, un animal qu'on aime... on est sous le charme, on est fasciné, mais en fait, la fascination, elle peut se transformer en phobie très, très rapidement, et réciproquement d'ailleurs. Il suffit qu'on vous dise
Ah ben non, ces rats gris qu'on voit partout en Amérique du Nord, c'est pas ces rats, vous voyez, le lapsus, ces écureuils. C'est pas des écureuils, c'est des super lapsus. c'est des ouais, Les c'est fameux des rats rats, volants. c'est des rats volants. Bah. Alors, mais tout de suite votre regard change et enfin bon, c'est cette inconstance de nos émotions et de nos représentations qui fait qu'on peut pacifier en fait. Et donc, en particulier, bah, on a tout un registre d'après lequel l'animal sauvage, c'est un animal qui est en symbiose avec son milieu naturel, dans lequel il va trouver naturellement des modes de vie parfaitement adaptés et qui est complètement coupé de nous, qui ne nous doit rien, et donc qui vit aujourd'hui comme il vivait il y a 1000 ans, ou plus, et donc qui est vierge en quelque sorte, qui est un peu un témoin de la nature originelle, et dans lequel on voit une espèce de pureté inaugurale, avec laquelle d'ailleurs on aimerait bien fusionner parfois. Alors ça c'est un autre aspect dont on parlera peut-être plus tard. Mais alors justement, quand vous voyez un ours qui vient fourrager dans une poubelle, bah, il déchoit carrément par rapport à cette image de pureté et d'indépendance, de liberté, de sauvagerie au sens noble du terme. Quand vous voyez un ibis dans un, je sais pas, qui vient vous choper votre sandwich à une terrasse de Sydney, vous dites mais c'est quoi cet oiseau quoi? Alors il est très beau dans le zoo, mais le même qui vient vous arracher votre hamburger, ça pose un problème. Pareil pour les singes, si vous voulez. Donc un animal dans les arbres, dans les bois, c'est très beau, mais là quand il vient vous agresser jusque dans votre maison, et puis qui vient se nourrir de vos déchets en quelque sorte. Bah non, là, voilà, du coup, il est déboulonné. Enfin, d'une certaine façon, la perception de l'animal change si dramatiquement que finalement, d'une idée de témoignage d'une nature originelle, on passe à l'idée d'un nuisible, en fait. Donc, et ça, c'est un problème mental qui est assez grave, parce que du coup, cet animal qu'on a envie d'accueillir, qu'on a envie de contempler, dont on a envie de faire une expérience partageable, universellement, etc., d'un coup, ça devient l'ennemi absolu. Et du coup, on va passer de l'accueil généreux à l'éradication, en fait, tout simplement. Et on y va très, très vite. Et vous parlez d'un vide juridique, il n'y a, Oui, pas de ça, loi là-dessus, personne n'en a. Et vous dites c'est une nouvelle spécialité, c'est de gérer ces conflits entre les citadins et les animaux sauvages. Alors là, il y a un grand chemin à faire. Disons que les animaux dans la nature sont mieux protégés que les animaux en ville, parce que justement, d'abord, c'est pas très compliqué juridiquement, il me semble. Hein. Alors là, je parle sous le contrôle des juristes. Mais jusqu'à présent, en tout cas, dans un certain nombre de pays, c'est pas très compliqué de faire inscrire un animal sur la liste des nuisibles. Et à partir du moment où il est classé nuisible, c'est à peu près tous les coups sont permis. Mais il y a une évolution, notamment en Amérique du Nord, en Californie, au Canada, en Colombie-Britannique, en particulier vis-à-vis des ours. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez, à partir du moment où un ours agresse quelqu'un, voire le tue, alors à ce moment-là, il est déclaré coupable. Si vous voulez, on se retrouve comme au Moyen-Âge. Il y avait des procès des animaux au Moyen-Âge. Ça, c'était très intéressant. Aujourd'hui, on ne fait plus le procès de l'animal. Il est coupable du moment qu'il est agressif ou qu'il détruit une récolte. Je pense que les procès au Moyen-Âge, il était coupable aussi. Hein. C'était quand même pour le folklore. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu beaucoup de cochons qui s'en soient sortis innocents. Mais bon. Enfin, au moins, il y avait une procédure. Oui, c'est vrai. Il était déclaré coupable. Mais là, il est coupable directement. Et donc, disons, les animaux coupables, ça peut être les sangliers, les vaches férales en Corse, soit parce qu'on dit qu'il est en surnombre, ou ceci ou cela. Bon, il y a un problème sur les vaches en ce moment. Là. Elles chassent les touristes des plages. Là, ça a fait la une de quelques journaux. Voilà, donc... prélèvement, voilà ce qu'on dit, voilà, on va le prélever. Un ours qui a agressé une personne, il va être euthanasié et sans autre forme de procès. Donc, mais aujourd'hui, il y a une évolution parce que justement, on estime que les gens, étant donné les campagnes d'information qui sont menées, les gens devraient être au courant et doivent être au courant et doivent s'informer de toutes les procédures
qui sont destinés à éviter qu'un ours vous agresse. Et c'est en ville, hein, là je parle, c'est le cas au Japon, il y a énormément d'agressions d'ours partout en Europe de l'Est, par exemple en Slovénie. Il y en a aussi, enfin, disons qu'il y a un contact maintenant avec les ours. Ce qu'il faut voir, c'est que l'homme n'inspire pas naturellement ou automatiquement une peur aux animaux. Les animaux ont des distances de fuite, ou ce qu'on appelait, on en a parlé hier, la géographie de la peur, mais ça dépend énormément des pratiques d'intimidation et surtout de la chasse finalement. Mais à partir du moment où un animal est plus chassé, et en plus à partir du moment où un animal a découvert en vous l'élément d'un écosystème juteux pour lui, alors sa peur, elle disparaît très très rapidement. Et du coup, il faut que nous, on s'habitue au fait que les animaux n'ont pas peur de nous, si vous voulez, qu'on quitte cette idée que les animaux sont naturellement peureux et que l'homme serait habité d'une aura effrayante en fait pour un animal, ce qui n'est absolument pas le cas, en tout cas en ce qui concerne les animaux qui viennent en ville. C'est le cas les éléphants par exemple n'ont pas peur, les ours non plus, les loups de moins en moins. Par exemple là j'étais à cause des feux en contact avec des gens dans le Var. Et on dit que bon, il y a beaucoup de causes pour lesquelles le méga-feu a eu lieu dans le Var, dans le massif des Morts. Mais une des causes, d'après un certain nombre de gens, c'est que en fait, ils n'ont pas débroussaillé. Et pourquoi ils n'ont pas débroussaillé? Parce qu'il y a des loups. Et les gens ont peur des loups, en fait. Et parce que les loups, ils viennent au contact des gens, ils viennent les voir, ils viennent dans leur maison, enfin, près de des habitations. Et du coup, il y aurait 13 familles de loups maintenant dans les Morts. Et donc, ils n'ont pas débroussaillé par peur de se trouver nez à nez avec des loups qui redoutent, parce que les loups ne manifestent pas de frayeur, si vous voulez. Donc voilà, il y a tous ces éléments, moi, qui me semblent importants et qu'il faut absolument prendre en considération. Et à partir de là, il y a un marché de l'éradication qui est exponentiel et qui est en pleine explosion, qui brasse des milliers de dollars et qui est très inefficace. C'est ce que vous expliquez. Et qui est inefficace. Alors simplement pour terminer, là, en ce qui concerne la Colombie-Britannique notamment et l'État de Californie, il y a une nouvelle jurisprudence qui, d'après laquelle finalement la personne qui n'a pas respecté en quelque sorte les gestes barrières qui lui permettent de garder la bonne distance vis-à-vis des ours, sera déclaré en quelque sorte responsable de l'agression qu'il a subie, et du coup l'ours ne subira pas le même sort que s'il est déclaré par exemple psychotique, parce qu'il y a des ours qui sont fous. Il y a des exemples bien connus dans l'histoire. Il y a des ours qui sont tueurs. Enfin, il y a des animaux quand même qui ont des comportements très très problématiques, mais c'est pas le cas. En général, les animaux ne sont pas responsables des agressions qu'ils nous font subir. S'ils subissent des agressions, c'est parce que on n'a pas fait les bons gestes, en quelque sorte. Il faut connaître les bons gestes, et donc du coup, il y a une évolution de la législation en ce qui concerne la protection des animaux. Ils n'ont pas forcément tort, même s'ils tuent quelqu'un, même s'ils blessent quelqu'un. Mais je pensais par exemple en France, les pigeons qui posent toujours énormément de problèmes. On voit bien que en fait, le marché de l'éradication, qui est extrêmement cruel, ne sert à rien, et qu'en fait ce qui marche le mieux finalement c'est les pigeonniers, c'est finalement de faire la paix avec les pigeons. Oui, si on leur installe des pigeonniers où on peut là gérer un peu les naissances, etc., ça devient un spectacle pour les enfants dans les parcs. Enfin, c'est plutôt extrêmement positif, et on arrive à trouver cette bonne distance dont on va parler maintenant dans la paix et la bonne humeur. Oui. Alors j'exagère peut-être un peu. Oui, non. Il est vrai que ce marché de l'éradication est vraiment très très florissant. Alors c'est un marché de l'éradication, de la prévention, de l'éloignement des animaux. Il y a des tas de gens sur Internet ou dans les animaleries qui vont vendre des tas de gadgets pour tenir à distance les renards, les coyotes, les sangliers, les rats, évidemment. Mais ce qui est intéressant, surtout si on considère la population de rats et de moustiques, c'est qu'en réalité, malgré tous les efforts de la chimie, malgré tous les efforts du génie génétique, malgré tous les efforts qu'on a pu imaginer en termes aussi de gadgets électroniques, ils sont toujours là, et ils sont même de plus en plus nombreux. Donc il y a effectivement... Alors par exemple, ça me fait penser à une anecdote concernant les rats, enfin qui est plus qu'une anecdote, c'est disons une observation très très étonnante, c'est que en fait les rats ne se ruent pas sur les insecticides ou sur les aliments qu'on leur propose. Au contraire, ils sont extrêmement prudents. Eux aussi fonctionnent en bande organisée. Et lorsqu'on met à leur disposition un aliment qui est censé les tuer, en fait, ils envoient un goûteur un peu
Et ils observent sa réaction une fois qu'il a ingéré la nourriture et ils agissent en conséquence. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est inouï. Enfin, ce qui explique qu'on ait opté pour les anticoagulants parce que c'est la seule manière qu'on a de dératiser, si on peut dire. Et c'est pas justement en leur proposant des aliments qui contiennent du poison. Donc voilà. Donc c'est très compliqué. On peut pas. Je pense que par exemple, la meilleure manière de se protéger des moustiques, c'est quand même de veiller à la limitation des eaux stagnantes et de mettre des moustiquaires aux fenêtres, ce qu'aucun urbaniste ne fait aujourd'hui, ou aucun architecte. Et de ne pas éradiquer les grenouilles. Et de garder, voilà, de purifier les cours d'eau, de les nettoyer, de mettre des grenouilles, des poissons. Voilà, il y a quand même des moyens de lutte. On a l'impression que tout ce qui est possible de faire n'est pas fait au profit finalement de l'expansion d'une industrie de l'éradication qui est de même nature que celle qui nous a menés à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, il faut bien le voir. Et alors justement, quand on parle des rats, c'est intéressant parce que les professionnels, on va arriver à la ville maintenant, on voit les villes qui s'en sortent assez bien. Monaco d'ailleurs n'a quasiment pas de rats. Pourquoi ? Parce qu'il y a des poubelles qui sont complètement hermétiques, qui sont toutes ramassées avant la nuit, puisqu'on sait que les rats en fait mangent la nuit. Donc nous, on a tous des poubelles la nuit. Donc pour eux, c'est buffet ouvert, c'est youp la boum, c'est génial. Je sors à 22h, il y a de la nourriture partout. On n'est pas très propre, on laisse de la nourriture par terre, partout, il y a dans les parcs. Donc du coup, pour eux, là aussi, buffet ouvert. Donc en fait, il y a des moyens. Et là, on va arriver à ce que vous dites dans votre livre qui est passionnant sur la bonne distance, la fameuse bonne distance qu'ont les animaux entre eux d'ailleurs. On le voit très bien avec les chevaux, oui. Il y a une distance entre eux. Et que nous avons du mal en fait à gérer la distance avec ces animaux. Qu'est-ce que c'est que la bonne distance ? Alors ça dépend là aussi des lieux où on vit, des espèces considérées, des individus. Mais je crois que la bonne distance, c'est une question profondément anthropologique, mais en même temps profondément écologique. C'est les deux à la fois et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut penser l'écologie avec l'homme dans la mesure où il y a évidemment entre les humains des questions de bonne distance aussi. On le sait bien. Avec la psychologie du développement, un bébé, il ne va pas grandir s'il n'est pas à la bonne distance ou si on ne lui propose pas la bonne distance vis-à-vis du giron maternel, vis-à-vis du monde social, etc. etc. C'est-à-dire que la bonne distance, c'est celle qui vous permet d'accomplir votre cycle de vie ou de réaliser finalement vos potentialités. Mais il y a des quantités de circonstances environnementales qui fait que vous ne pouvez pas le faire. Et ça, c'est humain aussi. Ce n'est pas les animaux contre les humains, c'est un problème vraiment psychologique, sociologique, politique, évidemment. Donc, et je pense que la ville pose ce problème aussi. En fait, il y a une autre manière de le dire, c'est le problème du voisinage. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un voisin ? Un voisin, c'est quelqu'un qui se trouve à proximité géographique de moi. Un voisin, c'est pas un ami, c'est pas un ennemi, c'est pas quelqu'un que j'ai choisi. On choisit pas ses voisins. Ça, c'est quand même le fait numéro 1. Alors on peut se dire hélas, mais c'est pas parce que j'aime pas mon voisin que je vais le tuer, si vous voulez. Par contre, il y en a. Il y en a, oui. Non, mais on sait bien que la guerre civile, c'est la pire des choses. Oui. C'est la guerre la plus cruelle. Et les problèmes de voisinage, c'est terrible. Ah non, mais on sait qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de voisinage qui aboutissent à des mises à mort, à des guerres, à des exterminations, ça laisse un traumatisme absolu pendant des générations et des générations. Je veux dire, c'est les guerres les plus atroces, c'est les guerres entre voisins. Pensez les Hutus, les Tutsis, pensez à la dénonciation des Juifs, pensez à... Voilà, c'est des choses qui restent dans le mental des gens pendant des générations, si vous voulez, c'est le pire qu'on puisse faire. Donc même si on connaît pas ses voisins, mais les tuer, ça nous impacte. Enfin, je dis nous, moi je n'ai jamais tué mes voisins, mais j'ai très souvent envie de les tuer. Comme je suis très proche de vous, j'ai très peur. On peut avoir envie, ça c'est normal d'avoir envie de tuer ses voisins quand ils font des fêtes ou je ne sais quoi, mais entre l'envie de tuer et le fait de tuer, il y a vraiment une distance énorme. Et justement, il y a des choses très concrètes à faire pour éviter ces situations extrêmes où on tombe dans la haine, quoi. C'est ça. Alors, c'est intéressant ces histoires de voisinage parce que d'une part, je crois que la bonne distance est effectivement, on ne peut pas la décréter dans l'absolu, hein, mais la bonne distance, elle doit être trouvée au cas par cas. Et je pense que même les animaux, d'une certaine façon, tâtonnent parfois à ce niveau-là. On voit bien,
enfin moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais quand on regarde même des mouettes qui se posent sur l'eau, elles se posent à une certaine distance les unes des autres, elles sont pas là à tomber les unes sur les autres, et en même temps elles sont un peu sous le regard ou dans le champ d'expérience l'une de l'autre. Donc comment elles s'organisent? Bon, c'est pas non plus complètement automatique. On voit bien que les gens, les individus s'ajustent. Pareil dans un vol de grues couronnées ou de cigognes, chacun trouve sa place. Si vous voulez, donc par exemple, si j'ai bien compris, les vols en triangle sont destinés à faire profiter les plus faibles d'une pression de l'air moins importante. Donc, j'imagine que chacun va trouver, enfin, disons qu'il y a une espèce d'organisation qui n'est pas spontanée, mais qui est ajustée aux conditions météorologiques que rencontre le groupe d'oiseaux, qui est en général une famille qui voyage ensemble. Donc voilà, je crois que ça se trouve vraiment partout. Donc déjà, la bonne distance, elle est pas inscrite dans le marbre, c'est pas une formule mathématique. Et d'ailleurs, même au niveau présynaptique, c'est un peu le problème qui se pose. C'est-à-dire que, bon, enfin, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est intéressant de voir que même au niveau micro, il y a des questions de gestion de la bonne distance qui est pas si automatique que ça, mais qui suppose aussi une forme de tâtonnement avec des processus physiologiques qui réparent les erreurs en quelque sorte. Donc il y a des systèmes de réparation pour justement éliminer les tentatives ratées. Mais ce qui me semble important après pour en revenir aux relations entre les hommes et les animaux, il y a deux attitudes qui sont très antagonistes par rapport à la question même de la bonne distance, parce qu'une fois qu'on se la pose, la question, tout change. Il y a évidemment l'attitude dont on a parlé qui est éradicatrice. J'élimine les animaux qui me gênent. Il y a des moustiques, je prends mon pchit. Il y a des rats, j'appelle le dératiseur. Il y a des cafards, pareil, je dispose du poison. Il y a des belettes dans mon grenier, là aussi, j'appelle le piégeur parce qu'on ne peut pas cohabiter avec une belette. En plus, elle bouffe toute la laine de roche. Elle va crever le plafond. Elle fait un boucan pas possible. Je ne peux plus dormir. Voilà, donc il faut que je me débarrasse. J'ai vu plein de vidéos comme ça, des gens disent non mais moi j'aime les belettes, j'aime les fouines, j'aime les loirs, mais c'est pas possible. Je suis obligée d'appeler le piégeur ou le dératiseur parce qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et donc, mais ça pose pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est le truc normal. Mais bon, donc il y a d'autres. Je dirais, par exemple, pour les belettes, les loirs, les fouines. D'abord, on ne peut pas les déloger au moment où elles sont là avec leur famille. Mais une fois qu'elles sont parties, il faut juste boucher les accès des toits, tout simplement. Enfin, il y a quand même des choses à faire pour trouver la bonne distance, justement. Donc, par exemple, si il y a des serpents qui rentrent chez vous parce qu'ils cherchent la fraîcheur, c'est bien dommage, mais d'une certaine façon, c'est pas une raison pour les tuer. Il faut trouver un bon moyen de les éloigner, et en même temps, clairement, on peut aimer les serpents et se dire voilà, j'aime les serpents, j'aime les rats, j'aime bien tous ces animaux, mais pas chez moi. Je veux dire, ça, c'est un geste normal. Donc, il y a l'éradication d'un côté, et puis il y a un autre problème dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, et dont il est moins souvent question chez les écologues, c'est le problème de l'idéal symbiotique, en fait. Cette idée de fraternité, cette idée que finalement, avec les animaux, on devrait former une grande famille. Alors, les animalistes, certains, en tout cas certaines branches de l'animalisme ou de l'antispécisme aujourd'hui, tombent un peu dans cet excès qui voudrait que on soit tous frères, qu'on appartienne tous à une même famille, qu'on retrouve d'ailleurs en nous des rythmes naturels qui nous feraient nous réconcilier, un peu sous la forme animiste à la Descola, etc., avec les rythmes naturels, ce qui serait la meilleure manière de retrouver notre lien avec le vivant. Anastasia Martin, je suis un ours, il est moi, enfin bon, ce genre de choses. Moi, je suis complètement opposée à ça. Je pense que je ne suis pas un ours, et que même si un ours m'agresse, c'est parce que je n'ai pas fait attention et parce que je lui ai fait peur, tout simplement. Il y a des choses à faire pour ne pas être agressé par un ours. Et donc, je pense que cet idéal symbiotique alors ça se traduit très concrètement par une autre industrie qui est aussi florissante que l'industrie de l'éradication, c'est l'industrie du nourrissage des animaux sauvages. Alors là, c'est-à-dire qu'en fait, le geste le plus dont les enfants d'ailleurs sont souvent les victimes, si je peux dire, ou en tout cas par lequel ils sont très attirés, c'est de donner à manger. Parce que en donnant à manger, je crée un lien. En donnant à manger, je fais que l'animal il s'approche. Enfin, là, on le voit, on se balade ici, les animaux, voilà, ils sont
ils sont loin, et ce que font les gens, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils s'approchent, pour qu'ils les voient mieux et pour qu'ils créent une relation, éventuellement, ne serait-ce que visuelle avec C'est eux. la séduction, comme vous avez C'est quand de vous la faites de la séduction. cuisine, vous séduisez vos amis en Voilà. faisant de la bonne Alors, bon, cuisine. on va Non, mais cuisiner. l'alimentation et la séduction, c'est très lié. Ah ben voilà, donc je vais mettre ça sur Non? ma tablette. Ah oui, Ah. oui, non, mais bien sûr. Non, mais il y a aussi, bon, évidemment, dans cet idéal, bon, l'idée que, bon, après, il y a quand même la réaffirmation d'une suprématie. Je donne à manger, donc je suis quand même le maître de la situation. Et bon, enfin, c'est très problématique, mais évidemment, on sait bien que dans le fait de donner à manger, il y a aussi une relation un peu maternelle, fusionnelle, de soins, de care, de sympathie, l'hospitalité, le convivialisme, la commensalité. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Alors moi, je dis pas que c'est mal dans l'absolu, mais en ce qui concerne les animaux sauvages, c'est vraiment un problème. Parce que, comme on dit en anglais, fed bear is a dead bear. Je veux dire, un ours nourri, c'est un ours mort. C'est-à-dire que vous donnez du pain aux canards, bon, c'est vrai qu'ils vont là tous frétiller devant vous, mais en réalité, le pain, c'est très mauvais pour eux, parce que en fait, ça fait qu'ils mangent, ils ont l'estomac plein, ils développent des maladies, dont celle de l'alfool, et en plus, ils n'ont plus l'appétit pour aller brouter la vase, où ils trouvent des micro-organismes qui sont vraiment nécessaires à leur équilibre. Donc il y a plein de problèmes comme ça qui se posent. En plus, les aliments produits par l'industrie agroalimentaire, je ne parle même pas des déchets dans nos villes, mais ces aliments, en fait, ils provoquent des maladies exactement comme chez nous, c'est-à-dire c'est des aliments qui ne sont pas bio, des aliments qui ne sont pas forcément bien adaptés. Il y a un autre problème qui fait qu'il y a des sites, bon, pas en France parce qu'on a tellement peu d'animaux sauvages, mais en Amérique, en Asie, en Europe de l'Est, il y a des sites de nourrissage des animaux sauvages. Alors on donne à manger et puis après on va se poster, on les regarde, etc. En Afrique aussi. Alors du coup ils vont patauger dans les déjections les uns des autres. Ça fait qu'il y a des tas d'espèces qui se rencontrent alors qu'elles ne se rencontrent pas dans la nature. Alors paf, zoonose. Donc je dirais que le fait, enfin c'est pas, il y a un problème de relation entre le fait de manger, alors en général, et la zoonose. Ça me semble. De toute façon, les zoonoses sont venues par les animaux domestiques, notamment par les vaches. On peut penser à la rougeole. Bon. Donc c'est une vieille histoire, mais de toute façon, la bonne distance, c'est aussi le fait de tenir les animaux à distance et de réfréner notre appétit de communion, de symbiose, de lien étroit, d'intimité, de familiarité, parce que c'est pas bon pour les animaux. Et si on les aime, à la limite, on veut qu'ils restent dans les bois, et même qu'on ait du mal à les trouver. Donc ça, il y a les deux. Il y a souvent les deux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment on passe d'un extrême à l'autre. Et justement, je crois que il faut se méfier aussi bien du travers qui consiste à nier la distance nécessaire avec les animaux, et d'ailleurs, je dirais de la même chose de nos voisins, que de cet extrême qui consiste à se débarrasser de ceux qui nous gênent. C'est pareil avec les humains, Mais les relations amicales ou amoureuses, si on est trop à la glu, enfin c'est pareil. Ouais. Alors, on va revenir sur tous les exemples que vous donnez dans votre livre qui sont quand même très intéressants. Là, on va être dans vraiment du positif, parce que justement sur cette bonne distance, il y a il y a plein de choses qu'on ne connaît pas très bien en France d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses en France, je n'ai pas l'impression à lire votre livre. Il y a énormément d'exemples d'architectes, de gens dans les villes qui se posent des questions et qui justement font des expériences sur ces bonnes distances. Alors je pense à Tel Aviv, à la Californie. Racontez-nous tout ça parce que c'est très exaltant quand même. Oui. En fait, ce qui est vrai, c'est que, il me semble, déjà pour commencer à répondre, que les villes, historiquement, elles n'ont pas été construites avec la nature, mais elles ont été construites contre la nature. Je veux dire, la ville, au Moyen-Âge, on parlait de murée. La ville, c'est la murée. La ville, c'est Babel, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que Babel ? C'est un archétype. Mais Babel, c'est dans la Genèse. Je pense que tout le monde la connaît. Et c'est cette tour, cette espèce de construction qui est une forteresse, en fait. C'est une forteresse dont l'intérieur, c'est la forteresse elle-même. Vous voyez, c'est une muraille qui s'élève vers le ciel, qui est élaborée, alors je dirais collectivement, plus qu'en communauté, collectivement par des gens qui parlent tous la même langue, qui ont tous le même projet, qui ont tous le même absolu, et qui est de parvenir à la connaissance divine, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire de se mettre à la place de Dieu, de quitter la terre.
Vraiment. Et être au-dessus de la nature, alors. Et de quitter la Supérieur. nature, de s'élever au-dessus de la condition terrestre dont Dieu nous a dotés pour atteindre la position divine, c'est-à-dire une spiritualité dégagée de la bestialité, de l'animalité, de la nature. Et Dieu, en voyant tout ça, il dit non, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, c'est pas ça, c'est pas comme ça que j'ai conçu la création. C'est très très mauvais. L'humanité va pas se réaliser de cette façon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, on dit, c'est le mot qui est utilisé en hébreu, c'est Babel, babéliser, c'est comme une onomatopée pour dire il confond les langues, la langue unique. Il va donc donner à chacun une langue qui est la sienne, si bien que les gens ne peuvent plus se comprendre. Et du fait qu'ils ne peuvent plus se comprendre, ils ne peuvent plus mener leur projet à terme. Et du fait qu'ils ne peuvent plus mener ce projet, ils abandonnent le chantier, en quelque sorte. Dieu ne détruit pas la tour, mais il fait interrompre le chantier. Et du coup, la tâche de l'humanité, ce à travers quoi l'humanité va devoir se réaliser, c'est de l'invention d'un langage commun, c'est-à-dire des manières de se comprendre. Et donc, il recrée de la distance, si vous voulez. Le Babel, c'est la fusion. On parle tous la même langue, on veut tous la même chose. C'est la collectivité au sens marxiste du terme, presque, ou Tocqueville. Et c'est la fin de la diversité, de la pluralité. C'est exactement le contraire de ce qui est propre à l'humanité, ou aux vivants, d'ailleurs, en général. Et donc, voilà, je crois on a un archétype. La ville, elle s'est toujours, ou beaucoup, conçue comme ça. Vous allez partout en Asie, en Chine, au Japon, en Corée, partout, même d'ailleurs, je ne sais pas, dans la Méditerranée, en Inde, en Europe. Vous avez des villes comme ça fortifiées. Paris, c'est 7 séries de fortifications, ou de murailles, plus exactement, d'enceintes, avec le périph' qui serait la 8e. Donc, on a, si vous voulez, l'idée de fortifier la ville. Alors, les fortifications, là, les archéologues travaillent sur la signification des fortifications. Jéricho, c'est une ville, donc il y a 8000 ans. Vous avez des fortifications qui sont absolument gigantesques, et c'est ça qu'on retrouve, justement. On fait souvent l'opposition entre les nomades et les sédentaires. On retrouve des fortifications partout où il y a eu de la sédentarisation. Mais bon, peut-être qu'il y a eu des gens qui construisaient aussi des villes, mais qui n'avaient pas de fortification. Et donc, on dit qu'ils sont nomades. Mais peut-être qu'en fait, ils n'étaient pas du tout nomades. Simplement, ils avaient une autre relation à la ville. D'où ce côté dont vous nous parliez de promiscuité, d'étouffement. Vous en parliez tout à l'heure. C'est ça aussi, ce côté étouffant absolument. de la ville. La ville nous étouffe. Je crois que pendant le confinement, de voir apparaître des animaux, que tu es là d'ailleurs souvent, qui n'avaient rien de très exotique, mais de les voir apparaître, ça a créé une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, cette ville qui m'étouffe, cette ville qui me contraint psychologiquement, physiquement, cette ville qui est faite pour moi, éventuellement, ou voire contre moi, contre mes pulsions, mes tendances, mais qui est certainement faite par moi, finalement... Elle recèle des possibilités que j'avais jamais imaginées et qui sont révélées par la déambulation paisible d'un animal sauvage, voilà, qui nous découvre une nouvelle facette de la ville, un espace de liberté, un espace d'oxygénation. Donc les villes sont étouffantes, mais enfin bon, en France, on est habitué à des villes extrêmement denses et étouffantes. Mais ce que je veux dire, c'est que la contrainte qui va être opposée à la nature, qui est refoulée comme ennemie, si vous voulez, et qui se retrouve donc au-delà de la fortification, va être aussi imposée traditionnellement, je dirais, ou historiquement, de l'intérieur par une organisation, si vous voulez, du bâti, qui est destinée à élever la population, malgré elle, souvent, parce que les gens, on le sait bien, sont ignorants, ils sont irrationnels, ils sont centrés sur eux, etc., ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. Donc, il va être destiné à élever la population, malgré elle, vers les stades supérieurs de la spiritualité et de l'intelligence. D'où le plan géométrique. Alors, le plan géométrique, si vous voulez, la géométrisation de la ville, qui est destinée à faire descendre dans le bâti lui-même une organisation quasi divine, est justement quelque chose qui est excessivement contraignant. Et ça, on le connaît, c'est un contraste qu'on va découvrir très rapidement. Même, par exemple, Athènes est une ville qui va complètement changer à partir du moment où, justement, ce plan géométrique de Hippodamos, qu'on appelle la trame hippodamienne, mais en fait, ce plan géométrique va être imposé. Et justement, l'imposition de ce plan géométrique par Hippodamos
va détruire la démocratie à Athènes, en fait. Ou en tout cas est l'accompagnant de la destruction de la pluralité de la démocratie athénienne. Et c'est intéressant de voir que la géométrie, si vous voulez, d'un côté, et la démocratie et l'écologie, d'ailleurs, font très, très, très mauvais ménage. Donc on a plein de problèmes. Si vous voulez, par exemple, quand vous avez un plan géométrique, un plan damier, un plan triangle, des portiques, des statues, voilà, que tout est bien organisé. Alors c'est très joli, tous les immeubles sont pareils, des alignements, les arbres dans les pots, bref. Donc il n'y a rien qui peut évoluer. Et c'est ça le problème qu'on a dans nos villes aujourd'hui. Le plan géométrique, c'est un plan qui n'est pas susceptible d'une évolution. Autrement dit, c'est un plan qui vous exclut, en fait. Parce que les générations futures, les gens qui arrivent, ils n'ont pas leur mot à dire. En fait, ils viennent se loger dans la structure, mais ils n'ont pas d'action sur la structure. Donc là, aujourd'hui, on en est là. Et pour les animaux, c'est exactement pareil. Les animaux, en fait, n'ont pas leur place en ville, ni la nature, ni les arbres. On parlait des jardins hier. C'est pas des choses qui sont données à la nature, c'est des choses qui sont soustraites de la nature. Donc, on ne peut pas considérer le jardin comme un élément parfaitement naturel. Par contre, il y a de la nature en libre évolution dans les villes aujourd'hui, et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on observe justement comme les animaux, si vous avez un chevreuil ou un daim ou un renard qui traverse le macadam, c'est quelque chose qui est touchant, mais au même titre qu'une fleur qui pousse entre des pavés, quoi. C'est quelque chose qui touche, parce que justement, ça fait apparaître une potentialité de liberté par rapport à des contraintes qui sont inscrites dans le bâti, mais qui sont aussi inscrites dans nos structures mentales de manière très très forte. Donc il y a quelques contre-exemples à ça, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Mais si ce n'est que souvent la fleur, on considère que c'est une mauvaise herbe et on va vite l'arracher ou vite mettre un produit dessus en disant mon Dieu, c'est pas propre. Donc il y a quand même un problème de culture aussi là-dessus. Ça évolue. Et donc je reviens à votre livre et tous les exemples où vous donnez quand même des exemples où je dis pas qu'on impose, mais on se débrouille par des corridors, des niches. Voilà. J'aimerais bien que vous nous racontiez tout ça pour que enfin nous acceptions à nouveau qu'il y ait une fleur et qu'il y ait une mouette au-dessus de nous. Oui, non, mais ça évolue quand même très vite. Là, je crois qu'on est... Enfin, il y a des gestes qui ont été adoptés, je dirais, en faveur de la renaturation, du réensauvagement, si on peut dire, des villes. Ça peut être, non pas de végétaliser les toits, quoique c'est très utile, mais en tout cas de préparer les toits de manière à ce que les graines, les semences, les oiseaux, les insectes, etc., y prolifèrent, suivant leur rythme et les générations spontanées, en quelque sorte. Ça peut être désasphalté. Désasphalté, ça c'est fondamental. Dès qu'on désasphalte, la ville respire et il se passe des tas de choses aux endroits désasphaltés. Il y a un cas que j'ai beaucoup suivi et qui est vraiment très beau, très édifiant et très humain. C'est le cas du désasphaltage des ruelles de Montréal. Montréal, c'est une ville qui est un peu au cordeau, comme beaucoup de villes nord-américaines. Et vous avez, donc, si vous voulez, des maisons assez basses de 3 étages, en gros, donc qui donnent sur une rue passante. Et entre les rangées de maisons, il y a la ruelle qui servait, c'est une ville qui date des années 1850, en gros, le plan général, et 1820. Et donc, ces ruelles, elles servaient en fait à la livraison du charbon. Mais c'était aussi un lieu où jouaient les enfants, un lieu de sociabilité. Puis ça a été perdu au profit du garage de la voiture, de l'entrepôt des ordures, des machins, des trucs. Et donc là, depuis une vingtaine d'années, il y a d'ailleurs tout un programme qui s'appelle la Ruelle Verte, programme Ruelle Verte. En fait, ces ruelles ont été fermées à la circulation et puis elles sont réinvesties comme des lieux justement publics, mais ils sont pas visibles parce qu'ils sont derrière les maisons, mais ils sont très publics au sens où ils sont vraiment ouverts à tout le monde, pas seulement aux riverains, mais ils sont entretenus par les gens. Et donc, on voit réapparaître plein de végétation. Donc, il y a des jeux, il y a même des espèces de petites librairies, des petites bibliothèques. Il y a même des frigos. Les gens mettent des frigos avec des aliments en trop pour que ceux qui ont besoin se servent. Et puis, il y a des fleurs, il y a de plus en plus d'animaux. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup d'animaux au Canada, mais là, il y en a même dans les petites ruelles. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est une rue sur 2 qui devient verte. Et ça va très, très vite. Et les gens adorent les ruelles et ils donnent de leur personne, ils s'organisent. Bon, il y a des conflits, évidemment, mais ils se mettent d'accord, justement, pour réensauvager, si on peut dire, leur ville de manière à ce qu'elle soit respirable, qu'elle soit agréable pour les enfants. Enfin, la question des enfants est toujours très déterminante, en fait.
Alors après, il y a plein de choses qu'on peut faire, effectivement, en faveur. Moi, je dirais, tout ce qu'on fait en faveur des animaux, c'est en faveur de nous aussi, et réciproquement. Je veux dire, si on respire mieux dans les villes, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour c'est bon pour tout le monde, si vous voulez, et c'est l'écologisation de la ville. C'est une parenthèse que je fais. Je dirais que c'est absolument essentiel parce que, d'après les statistiques, disons que 70% de l'humanité est appelée à vivre en ville à l'horizon 2050. 70% de l'humanité, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait quand même 55 milliards de gens, 5-6 milliards, donc c'est à l'horizon 2050, c'est absolument monstrueux. Et ce qui est frappant, et ça découle de ce que j'ai dit de la ville tout à l'heure, la ville forteresse, la ville coupée de la nature, c'est que les villes ne produisent absolument rien de ce dont elles ont besoin, de ce qu'elles consomment, donc elles colonisent la nature, les campagnes. Alors, je parle des aliments, mais je parle aussi des matériaux de construction, des énergies, etc. Et puis, les villes rejettent vers l'extérieur tous leurs déchets, si vous voulez. Donc, et notamment vers leurs zones urbaines, leurs zones périurbaines, dans lesquelles s'installent les gens qui, au même titre que les animaux, sont délogés de leur milieu naturel, avec aucune sanitation, aucune organisation, aucune administration, ce qui est très profitable aussi à un certain nombre d'animaux opportunistes qui vont proliférer dans ces écosystèmes qui sont humainement totalement dégradés. On peut penser aux rats, les moustiques, les corneilles, etc., qui sont complètement dégradés, mais c'est vrai qu'ils sont quand même des opportunités pour des animaux qui vivent à nos dépens, en quelque sorte, qui ont à nos dépens, peu importe. Donc voilà, je crois que c'est important de voir que écologiser les villes, c'est fondamental parce que c'est à cause des villes que la nature est détruite. Ça, c'est pas les paysans. Enfin, si vous voulez, l'agro-industrie, c'est un problème à cause des villes. Si vous voulez, quand on parle d'autosubsistance ou d'indépendance alimentaire des villes, je crois qu'on dit quelque chose qui est fondamental aujourd'hui et qui est envisageable en plus. C'est envisageable. Enfin, il y a des tas de gens pour vous dire mais non, mais c'est pas possible. Si on arrête les pesticides, les insecticides, les intrants, on pourra plus nourrir l'humanité. Mais c'est faux. C'est n'importe quoi, ouais. C'est n'importe quoi. Donc c'est un autre sujet. Donc il y a des tas de choses à faire pour que justement la ville cesse d'être une ville en fait et qu'elle devienne ce que j'ai appelé une cité en fait. Et une cité, c'est justement une ville qui a refait une alliance avec la nature en fait. Vous parlez de cité multispéciste. Oui, voilà. Où la ville, c'est faite pour. Alors, elle est faite pour des gens qui ont tous. C'est comme Babel, qui ont tous la même mentalité, la même. Disons, qui ont cette relation de docilité aux institutions qui fait que chacun est à sa place en fait. Et la place, elle est prévue par l'institution, par l'organisme lui-même. D'ailleurs, il y a des tas de philosophes et d'urbanistes qui ont pensé la ville comme organisme. Ça, bon, c'est bien connu. Donc, à partir du moment où on se dit, mais non, la ville, elle n'est pas faite pour que chacun soit la partie d'un vaste organisme, mais elle est faite pour que chacun accomplisse son parcours de vie. Alors là, on est dans une problématique complètement différente. Et quand je dis chacun, c'est effectivement mon voisin humain, mon voisin étranger, mon voisin animal, mon voisin arbre, mon voisin herbophile, etc. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec l'idée de voisin, c'est que justement, c'est une idée multispéciste, ce qui n'est pas du tout le cas de mon semblable. Mon semblable, moi, je ne suis pas semblable à un moustique, ni à un ours, ni même à mon voisin, d'ailleurs. Même mes enfants, je ne les connais pas si bien que ça. Si vous voulez, on n'est pas pareil, hein, on n'est pas des frères ou des sœurs. Donc, je crois que c'est important d'assumer l'étrangeté que comporte le monde extérieur par rapport à moi. Même moi-même, je suis relativement étrangère à moi-même, donc je vous dis pas le reste. Mais bon, c'est évident. Et du coup, on aménage. Alors ça, c'est typomorphologique, si vous voulez. On aménage concrètement des espaces favorables à la pluralité, à la diversité. Moi, j'aime mieux l'idée de pluralité, soit dit en passant, parce que diversité, c'est l'idée qu'il y aurait une souche unique. Bon, c'est vrai d'un point de vue peut-être biologique. Il y aurait une souche unique avec des diversifications, si vous voulez. Bon, alors quand on parle de pluralité, on peut imaginer une pluralité de souches, en fait, de points de départ. Bon, moi, j'aime mieux cette idée, disons culturellement, anthropologiquement, ça fonctionne plutôt mieux après du point de vue de la politique. Mais cela dit, voilà, comment repenser la ville de manière à ce qu'elle devienne une cité, c'est-à-dire qu'elle devienne justement un lieu où vivre pour des espèces, des gens, des individualités extrêmement différentes. Et là, en l'occurrence, je dirais que l'horizon s'éclaircit. Au lieu de s'assombrir, il s'éclaircit. Parce que quand on pose les questions dans l'abstrait, c'est impossible. En fait, on se dit, mais comment on va nourrir l'humanité ? Bon, mais c'est des questions complètement abstraites. Comment je vais faire pour
coexister avec des rats ou des cafards. Mais ça, c'est des questions abstraites. C'est pas comme ça que les questions se posent. Moi, j'ai eu une invasion chez moi de cafards asiatiques. Vous voyez, c'est des cafards, ils sont grands comme ça, ils volent. En fait, ils cherchent l'eau. C'est pas des cafards qui cherchent la nourriture, ils cherchent l'eau. Et puis, au bout de quelques heures qu'ils ont plus l'eau, c'est mon dératiseur. Bon, c'est le mot. Aux États-Unis, on parle d'exterminateur. Nous, c'est le dératiseur. Enfin, c'est l'homme à tout faire pour gérer les populations animales en ville. Et il m'a dit, mais écoutez, vous pouvez toujours mettre du poison et tout, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de boucher tous les trous. Mais bon, mais moi, je n'avais même pas pensé. Enfin, mais pourtant, si vous mettez de l'eau à l'extérieur, dans ce cas-là, ils iront à l'extérieur prendre l'eau. non, mais ils viennent des égouts, en fait. Ah et oui, puis, d'accord. je sais pas. Bon, enfin, je sais pas trop d'où ils viennent, je veux pas le savoir. Mais disons que s'ils sont, si vous voulez, s'ils sont derrière le placo de mon mur, enfin entre le mur et le placo, bah, du moment qu'ils sont pas chez moi, ça va, ils peuvent vivre là, si vous voulez. Le problème, c'est quand ils arrivent dans la cuisine ou dans la maison, si vous voulez, et quand il y en a 50, c'est effrayant. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez du tissu, vous faites des petites bandelettes, vous le mouillez, et tout. Mais alors là, ça prend, c'est très expérimental parce que vous allez très bien voir si votre entreprise a réussi ou pas. Donc, vous bouchez tous les trous, vous mettez à 4 pattes, vous bougez les meubles, vous bouchez, puis un beau jour, il n'y en a plus. Ils viennent plus. Donc, sans les avoir tués. Sans les avoir tués. Ouais. Donc, et sans vous être intoxiqué ou avoir intoxiqué vos voisins en balançant des produits qui sont vraiment d'un autre monde. Merci pour le tuyau pour se débarrasser des cafards. C'est un exemple. Dans votre livre, vous avez une expression qui est jolie, d'ailleurs, c'est vivre et laisser vivre. Oui. Mais je voudrais vraiment que vous me donniez les exemples aussi concrets dont vous parlez dans votre livre, parce que c'est très intéressant. Par exemple, en Californie, les plages pour les éléphants de mer, des prairies verticales, Tel Aviv. Oui. Vous me parliez de tout ça. Oui. Alors, les parce éléphants que ça existe. de mer... Il y a des exemples qui existent. Oui, il y a des Avec choses... succès en plus. Oui. Bon, soit dit en passant, quand même, je trouve, parce que j'ai beaucoup lu et je trouve qu'au niveau des urbanistes et des architectes, il y a quand même pas grand-chose sur la question de la coexistence avec les bêtes sauvages en ville. Il y a très très peu de choses. C'est très nouveau. C'est vraiment une réflexion très nouvelle. En fait, des rats et des moustiques, des corneilles, des goélands, des pigeons, on les a, mais on n'a jamais réfléchi à quoi faire pour les pigeonniers. Parce que les pigeons, c'est des animaux féroces aussi, donc on les a domestiqués. Finalement, d'ailleurs, il y a des pays où on continue à entretenir un cheptel, je sais pas comment on dit, une volière de pigeons, parce qu'au cas où il y aura un grand crash dans les communications. Ce qui me semble d'ailleurs... En Chine, et partout au Moyen-Orient. On a des pigeons voyageurs parce qu'on se dit, on anticipe. Non, ils ont pas tort. On devrait faire ça aussi. Et donc en Californie, où les éléphants de mer sont dangereux. Qu'on appelle aussi les otaries californiennes. Bon, alors ça, c'est des animaux très problématiques, problématiques d'un point de vue humain. Ils sont nauséabonds d'abord, mais vraiment ça sent excessivement mauvais. Et puis ils sont très 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 bruyants. Donc le problème, c'est que ils ont été protégés, ils sont protégés. Comme ils sont protégés, ils ont proliféré, d'ailleurs au détriment d'autres espèces, par exemple de la truite saumonée, ou au détriment d'autres mammifères marins. Et donc vous avez d'un côté ceux qui veulent les tuer parce que ces animaux, ils arrivent par exemple à décrocher les poissons des hameçons des pêcheurs. Donc les pêcheurs les haïssent, les riverains les détestent. Il y en a de plus en plus. Et puis vous avez les protecteurs. Il y a d'ailleurs un centre de protection du lion de mer à San Francisco qui viennent sauver les petits et leur donnent le biberon, parce que le problème, c'est que comme il y a de moins en moins de poissons, les parents qui partaient habituellement 2-3 jours en mer et revenaient chargés de graisse et donc de lait, ils partent de plus en plus longtemps. Les petits sont abandonnés sur les plages, alors ils se jettent à l'eau, ils meurent de faim. Bon, donc il y a des gens pour les sauver. Alors, c'est très très problématique cette histoire. Ça montre bien, en fait, que les conflits. On parle souvent des conflits hommes-animaux, mais en fait, c'est plus des conflits entre des hommes qui n'ont pas la même vision des animaux, quoi. Donc les écologues vous disent, non, mais on regrette, mais il faut les laisser, les petits, il faut pas les sauver parce qu'il y a une surpopulation et ça crée des tas de problèmes. Alors ce qu'on a trouvé, par exemple, il y a un pire, une jetée à San Francisco qui était dans un premier temps partagé entre les pêcheurs, c'est le quai 38, je crois, partagé entre les pêcheurs et les lions de mer qui ont été obligés d'enjamber pour parvenir à leur bateau. Puis finalement, on a abandonné ce quai aux lions de mer, qu'on entend d'ailleurs de toute la ville, et par contre, on empêche leur installation sur les autres quais. Pareil pour les plages. Donc, il y a une répartition qui est obligée de se faire. Il y a des plages qu'on abandonne,
qu'on cède en quelque sorte aux landes de mer. Et puis il y en a d'autres d'où ils sont systématiquement chassés, parce que la coexistence, disons, on peut pas se baigner au milieu des glands de mer, ça c'est vraiment pas possible. Donc voilà, il y a des répartitions comme ça qui se font au coup par coup, qui ont leur arbitraire, mais enfin en même temps qui sont vivables. Oui, parce que quand vous dites qu'on cède, ils étaient là avant nous. Donc c'est aussi l'argument de certains, c'est qu'ils ont le droit d'avoir quelques quais ou quelques plages pour vivre. Il faut se partager le territoire. Exactement. Donc justement, alors à Tel Aviv, vous dites qu'il y a un corridor au nord de la ville pour laisser passer les animaux, des prairies verticales, des châteaux d'eau transformés en arbres à oiseaux. Enfin, il y a des expériences très intéressantes quand même. Oui. Ce qui est intéressant avec Tel Aviv, c'est que c'est une ville qui a été conçue comme un jardin, en fait, plus que comme un jardin, comme une. C'est le concepteur du plan général de Tel Aviv, il s'appelle Guedes, Sir Patrick Guedes. C'était un Écossais qui a été embauché par le protectorat anglais, à l'époque du protectorat anglais sur la Palestine. Donc là, on est en 1910-1920. Et Guedes a vraiment, qui est un architecte et un urbaniste, un géographe, un anthropologue, il a une vision complètement différente de la ville. Pour lui, la ville, c'est la cité, et la ville, elle se fait avec les habitants, et pas contre ou pour les habitants. Et par ailleurs, elle se fait aussi avec la nature. Et c'est d'ailleurs, il y a pas mal d'architectes aujourd'hui qui commencent à s'intéresser à Guedes parce que il a une vision globale de la ville, un peu comme Aristote. Il dit la ville ou la cité, plus exactement, c'est la communauté du bien vivre, ce qui suppose une économie aussi. Et lui, il voit les choses comme ça. Et d'ailleurs, Ben Gurion va emboîter le pas à cette vision écologique de la ville, ce qui explique qu'il y a des tas d'infrastructures initiales en Israël, partout dans le pays, en ce qui concerne l'écologisation des conditions de vie humaines, qui sont assez importantes jusqu'à aujourd'hui. Une relation à la terre, une relation à l'eau. Bon, enfin, je le laisse de côté. Et donc, en fait, ce qu'il imagine, c'est une ville conçue avec la nature, et non pas contre la nation, et qui est aussi destinée à une renaturation, ce qui évite. Alors, donc, en fait, vous n'avez pas de géométrie de la ville. Vous avez ce que Yona Friedman va appeler des villages urbains, enfin, ce qu'on peut appeler aussi des îlots. En fait, c'est des îlots les uns à côté des autres qui sont organisés autour d'un lieu naturel, d'un jardin ou d'un espace naturel, et qui sont accessibles par l'intermédiaire de petites ruelles. Donc les enfants, ils sortent de la maison, donc il n'y a pas de façade. Vous avez des immeubles qui n'ont pas de façade. Tous les côtés comptent. Et donc les enfants, quand ils sortent de la maison, paf, ils se retrouvent dans le jardin, si vous voulez, et donc ils n'ont aucun risque de traverser de route et choses de ce genre. Donc il y a énormément d'animaux à Tel Aviv, d'une manière générale, en Israël aussi, et donc notamment des oiseaux qui passent. Et donc, par ailleurs, les immeubles, ils sont disjoints. Mais ça, c'était quelque chose que Guedes, qui n'est pas l'architecte des immeubles. Les immeubles, ils ont été conçus par une centaine d'architectes, en fait, ce qu'on appelait la ville blanche. Mais Guedes, lui, donne un plan général, comme je dis, un plan directeur. Les immeubles, ils font en gros trois étages, et ils sont surpilotis pour qu'il y ait de la végétation en dessous, et ils sont disjoints pour qu'il y ait de la végétation entre. Et donc, son idée, c'est qu'il fait chaud de toute façon, et donc les arbres vont climatiser la ville, mais en même temps vont apporter à l'expérience urbaine et à l'expérience israélienne, en quelque sorte, ou palestinienne à l'époque, vont apporter une espèce de mentalité écologique, parce que c'est un des inventeurs de l'écologie, Patrick Guedes, c'est très intéressant. Donc une mentalité écologique et démocratique qui ferait défaut si les immeubles étaient jointifs, si vous voulez. C'est très très intéressant, cette idée que finalement l'habitat influe sur votre manière de considérer votre rapport à la nature, ça c'est évident. Et que si les enfants sont tellement coupés de la nature, c'est parce qu'il n'y a pas de nature, tout simplement, et qu'ils n'ont pas à en prendre soin. Donc là, l'idée, c'est que chacun est responsable, en quelque sorte, ou va s'occuper de ce qui se passe entre les maisons. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une espèce d'intrication entre le bâti et la végétation. La végétation qui est pas native, hein, d'ailleurs, parce que en fait, c'est en gros un désert, mais c'est une végétation qui va être importée de l'extérieur, notamment les ficus qui viennent de Chine, vous avez des eucalyptus qui viennent d'Australie, etc. Donc, et surtout les ficus, là, aujourd'hui, qui font partie de l'architecture de la ville, qui la climatise d'ailleurs, et qui sont aussi l'habitat d'un nombre d'animaux absolument fantastiques, parce que, soit dit en passant, ces ficus, dont les racines sont
tellement entremêlés au béton, si vous voulez, aujourd'hui, parce que c'est des arbres qui envoient, dont les branches qui touchent le sol se transforment en nouveaux troncs. Donc, c'est des arbres forêts. En fait, c'est extrêmement beau à voir. On vous dit souvent, si vous voulez enlever l'arbre, vous enlevez la maison avec. Parce que là, il y a vraiment une forme d'emboîtement tel qu'on ne peut plus les séparer. Et donc, ces arbres étaient stériles quand ils sont arrivés dans les années 1920 dans le pays. Il y en a des milliers aujourd'hui. Et puis, à cause de l'importation, on ne sait pas, sans doute dans le bagage d'un voyageur, d'un petit insecte pollinisateur, les fruits de ces arbres, qui étaient des petites choses desséchées, sont devenus plutôt juteux. Les arbres redeviennent fertiles et du coup ont attiré une quantité d'animaux absolument hallucinants. Donc, il y a vraiment... enfin, le zoo, si on peut dire, il est dans les arbres parce que ça grouille d'animaux, notamment des chauves-souris, les roussettes, mais il y a aussi des oiseaux, des petits, des grands, des tas de rongeurs, des tas de petits mammifères, des hérissons de partout. Vous avez des mangoustes dans les rues de Tel Aviv. Enfin, c'est vraiment très, très impressionnant. Et que les habitants respectent, parce que c'est ça aussi, il faut le faire avec les habitants. Parce que la ville, elle est aménagée de manière à ce que les animaux, ils passent, si vous voulez. Vous avez les arbres. Bon, après, il y a des conflits aussi. Par exemple, les chauves-souris, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Les ficus aussi posent des problèmes. Bon, c'est vrai que les chauves-souris, alors il y a des défenseurs des chauves-souris qui sont, les roussettes, on les appelle aussi les chauves-souris, des tombeaux des pharaons parce qu'elles existaient en Égypte. Et donc c'est une espèce assez unique en fait. Et elle n'existe que là, en fait. Donc, vous avez des protecteurs fervents de ces chauves-souris, et puis il y a ceux qui les détestent parce qu'elles, d'abord, elles font plein de bruit, et puis c'est des grandes chauves-souris. C'est des animaux frugivores, et puis quand ils passent là, tout autour de vous, à Dizengoff, c'est quand même un peu... Bon, après, on s'habitue à tout, mais là, voilà, c'est quand même des voisins très ostensibles. Et puis, en plus, elles crachent les pépins de leurs fruits sur les murs blancs de la ville. Et les chiures aussi, bon voilà. Donc, faut tout le temps repeindre. Donc les gens ils disent non, c'est pas possible, je viens de repeindre, j'en ai assez de ces. Donc la seule manière de supprimer les chauves-souris, c'est d'enlever les ficus. Mais alors les ficus, alors ça aussi ça pose des problèmes parce que quand ils font leurs fruits, alors on appelle ça les jours de marmelade, les marmelade days. En fait, ça dure 3 mois. Vous avez le sol, ça se transforme en compote en fait. Hein. Vous avez, donc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que il y a une espèce. Bon, il y a des gens pas d'accord, mais en gros, on fait avec nos voisins, même si nos voisins nous dérangent. Il n'est pas question d'arracher les ficus, il n'est pas question de supprimer les chauves-souris. Voilà, il y a quand même une espèce de relation de voisinage relativement, alors je dirais résignée parfois, ou souhaitée à d'autres occasions, mais qui se fait assez naturellement. Israël, c'est un pays aussi qui est survolé par 1 milliard d'oiseaux par an, et ça pose aussi des tas de problèmes. Mais en même temps, par exemple, les couloirs aériens sont organisés en fonction des migrations d'oiseaux. Beaucoup de choses sont organisées en fonction de ces migrations qui sont quand même très massives. Vous avez des moments où vous avez l'impression d'avoir des oiseaux sur la tête, quoi. C'est impressionnant. Et c'est un pays qui est accueillant pour les animaux. Après, il y a l'expérience, qui est très édifiante de la vallée des Gazelles. Là, c'est au nord de Jérusalem. Et cette vallée des Gazelles, en fait, qui était... On l'appelait comme ça aujourd'hui, mais c'était tout un ensemble qui avait été déjà promis à des promoteurs immobiliers. La pression immobilière est extrêmement forte en Israël, comme chacun sait. Et finalement, il y a eu des organisations, des groupes, des associations de lutte pour la défense de la nature, parce que ce lieu était précisément un lieu de passage des animaux du nord vers le sud ou du sud vers le nord, et notamment des gazelles, mais de toutes sortes d'oiseaux, de batraciens, de reptiles, etc., d'insectes. Et donc, mais en fait, finalement, ces associations ont obtenu gain de cause, et cette vallée a été déclarée inconstructible, et donc joue son rôle ancestral de communication entre des parties du pays qui auraient été coupées l'une de l'autre. Donc c'est fondamental. Et là, aujourd'hui, tout le monde est très fier de cette vallée des Gazelles, qui est devenue un lieu d'étude, un lieu de promenade, un lieu d'observation, mais aussi en écologie, d'après ce que j'ai compris, on distingue les niches et les corridors. Et moi, j'aime bien. C'est précisément la maison, c'est la niche.
Ça peut être le terrier, le nid. Bon, enfin, je veux dire, chaque organisme a une niche, c'est-à-dire un lieu enfin, disons, Un cocon. un cocon. En fait, disons, c'est un lieu qui est spécifique à son évolution telle qu'elle est prévue en quelque sorte par son organisation initiale. Et puis, en même temps, il y a les corridors, c'est-à-dire les lieux de passage entre les niches. Et ça se trouve aussi, comme je le disais, au niveau micro, au niveau macro. On peut considérer la planète comme une organisation de niches et de corridors. Et donc, c'est vraiment fondamental. Donc, finalement, les corridors sont aussi des niches pour des animaux et des lieux de passage pour d'autres. Donc, c'est très, très, très important de penser à ces corridors. Par exemple, en Australie, il y a beaucoup de kangourous et d'animaux dans les villes aujourd'hui, mais ils sont canalisés sur le macadam, sur les routes, parce que celles-ci sont bordées de barrières infranchissables. Donc il suffit d'ouvrir un peu les routes pour que les kangourous ou autres bêtes passent, et du coup ça évitera qu'ils se fassent écraser et qu'il y ait des accidents mortels. Donc c'est toujours pareil. Si vous voulez, par exemple, on le voit bien dans la campagne aujourd'hui contre les sangliers, on met des barrières de partout. Et c'est frappant de voir, d'un côté, en écologisant les villes, on les ouvre, puis les campagnes, c'est une inversion aussi. Les campagnes, finalement, elles deviennent vraiment hostiles aux animaux parce que aussi elles se ferment. En fait, il y a beaucoup de barrières infranchissables pour les animaux dans les campagnes. Donc ouvrir, aménager des corridors, ça c'est vraiment fondamental. Alors ça peut être par l'eau aussi. Il y a des tas d'endroits en Californie. Au Canada, Berlin, au Japon, Berlin, qui est 200 cours d'eau et 200 Ouais. espèces d'animaux, qui est une ville complètement sauvage, d'une certaine façon. Washington aussi, Washington DC, c'est une ville qui s'écologise très très vite. Là, on a justement, disons, pu nettoyer les rivières de la ville de manière à ce que les animaux puissent revenir. Et à partir du moment où une rivière est écologisée, il faut penser à tout. Par exemple, je ne sais plus où c'était, mais c'était en banlieue parisienne, dans un écoquartier pourtant. Il se trouve que, en fait, les gens, ils ont commencé à hurler ou à avoir peur ou à saisir les pouvoirs publics, comme on fait systématiquement en France dès qu'il y a un problème, parce que il y avait vous savez, les gros ragondins là, le long du canal qui traversaient l'écoquartier. Et ils ont dit, mais il faut les éliminer, c'est pas possible. Moi, j'ai peur d'emmener mon fils ou ma fille parce que c'est des Alors que des c'est animaux. très gentil, les ragondins. Ouais, C'est on les voit vraiment pas très trop attaquer les pacifiste, enfants, mais vraiment, franchement. ils étaient complètement horrifiés par ces bêtes qui proliféraient. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que il suffisait, en fait, c'était, je sais plus quel bétonnier quelconque qui avait en fait enduit les rives du canal de plastique. Donc, du coup, les ragondins, ils pouvaient plus creuser leur terrier. Il a suffi d'écologiser les rives du canal pour que les ragondins disparaissent dans leur trou, quoi. Donc il y a des choses vraiment, il faut penser en termes très concrets, très matériels, diminuer l'éclairage nocturne, opacifier les vitres des immeubles, parce qu'il y a des milliards d'oiseaux qui se tuent sur les vitres chaque année, mais c'est vraiment, les chats à côté sont très peu meurtriers. Donc il y a des choses comme ça à faire, installer des corniches de manière à ce que les rapaces puissent, ou les hirondelles, les martinets puissent prendre leur envol, recourir à des matériaux rugueux pour que les reptiles, un certain nombre d'animaux puissent s'accrocher, voire nidifier. Donc il y a plein de choses très simples à faire. Mettre des moustiquaires. J'y reviens, je tiens beaucoup aux moustiquaires. J'ai essayé d'en installer chez moi, mais quand c'est pas prévu au départ, c'est très compliqué. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire qui sont à la portée de chacun en fait. Eh ben merci, parce que je vois que vous nous donnez quand même une vision un peu d'espoir sur la ville réensauvagée et la ville multispéciste où nous vivons et nous laissons vivre les autres. Un immense merci. Merci Yannick.